I shall move to the third speaker, if I may, and introduce Dawood Boumaye. So Dawood Boumaye is an Afrofeminist activist. Her research focuses on articulating social relationships in terms of race, class, gender, and sexualities. Committed to the struggle for Black and diaspora lives, as well as the anti-racist, decolonial, feminist, and queer of color fight, she's a member of the Coordination Action Autonome Noire in France. She has also worked as a publisher in the recent past. Welcome, Dawood. Over to you. In fact, we'll play a recording now. The recording is in French, and you can, for the English speakers in the room, you can follow the translation in English in the chat. The link will lead to a page where the translation is available. Bonjour à toutes et à tous, merci au Décolonial Café. Alors pour me présenter, me situer, je m'appelle Dawood Boumaye, je suis née, j'habite à Paris. Je suis une femme noire, issue de l'immigration africaine postcoloniale. Je suis queer, fière d'être queer, et je suis une militante afroféministe. En 2016, lorsqu'on a créé Queer et Trans Révolutionnaire avec mon camarade Joao Gabriel, on est parti de rien et on avait la seule ambition de faire de la théorie politique. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était de créer de la théorie politique, de produire de la théorie politique sur les questions des minorités sexuelles et de genre non blanches, par nous et pour nous. Ça n'a pas été facile parce qu'on est vraiment parti de rien. À cette époque, on avait très peu accès, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, ça n'a pas beaucoup évolué, mais on avait peu accès en fait à de la théorie politique faite par des personnes queer et trans non blanches de l'espace français, donc qui vit en France ou qui sont nés en France ou qui en tout cas évoluent ici en France. Et ce qu'il a fallu faire, c'était de nous rencontrer en fait en personnes queer et trans non blanches. On a dû recenser, collecter nos expériences de vie, nos questions, nos questionnements, nos problèmes, nos problématiques, nos solutions. Et à partir de là, à partir de ces expériences de vie qu'on a collectées et qu'on a collectivisées, on a pu dégager, en faire ressortir de la théorie politique. On a dû se poser la question de qu'est-ce que nous partageons, quelle est l'origine de tout ça, partir en fait à la racine des problématiques qu'on rencontrait collectivement pour à partir de là créer quelque chose de politique. Au début, nous, on s'appelait Queer et Transracisés. C'était le nom qu'on s'était donné, et puis au fil des années, on a évolué, on a changé de dénomination pour Queer et Trans Révolutionnaire. Et on a fait ça parce que on sentait qu'il fallait en fait dire qu'on n'était pas simplement des queer et transracisés, mais qu'on avait aussi un positionnement révolutionnaire, qu'on adhérait en fait aux théories politiques révolutionnaires, qu'on s'inscrivait dans cette démarche-là. Et il fallait sortir en fait des revendications identitaires pour aller vers toujours plus politique en fait. Et donc il fallait, pour nous, hein, bien sûr, de notre point de vue, marquer une distinction avec les projets libéraux
qui pouvaient émaner des queers et trans racisés. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a changé de dénomination. C'était pas pour rompre avec la non-mixité. On restait en non-mixité, au sein du collectif. Mais par contre, on voulait réaffirmer en fait notre positionnement politique. Et donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on a à partir de rien créé, produit de la théorie politique. C'est vraiment en se rencontrant personnes queer et trans racisées et se posant les bonnes questions. Comment ça se fait que nous sommes précaires ou précarisés? Comment ça se fait qu'il sera plus difficile pour nous, minorités de genre et sexuels racisés, non blanches précisément, de sortir de cette précarité-là? Qu'est-ce qui nous rattache à cette société, à cette position-là dans la société? Et c'est aussi l'enjeu, la question de l'accès au savoir et de la production des théories politiques à partir de rien. Ça a aussi été l'enjeu des militantes afroféministes. Ça a été mon enjeu et ça l'est encore aujourd'hui, puisqu'en France, on a encore pas peu en fait, on est encore précaire en fait sur la théorie politique afroféministe. On a accès bien entendu à de la théorie produite par les Black féministes, et j'emploie le terme en anglais justement pour le rattacher à son espace géographique, aux États-Unis. On a accès en fait à cette théorie-là. C'est une théorie qui est hyper riche et auquel on s'inspire nous ici en France parce que ça nous donne en fait des outils politiques, des concepts politiques qui sont importants et qu'on peut se réapproprier et réutiliser ici pour décrire des réalités de vie et parfois même pour nous aider à comprendre les mécanismes systémiques qui placent les femmes noires dans toute leur complexité à une certaine position dans la société. Mais on s'est très vite rendu compte qu'il fallait aussi se détacher en fait des théories états-uniennes et notamment des théories afro-américaines pour pouvoir mieux comprendre l'espace dans lequel on était en France. C'est-à-dire qu'en France, on a nos propres réalités, on a notre propre histoire liée à la colonisation française en Afrique et dans les Caraïbes, et avant ça à la période de l'esclavage. Et même si les théories états-uniennes, afro-américaines sont vraiment, vraiment riches, il faut quand même se démarquer et quitter en fait cette lecture afro-américaine pour en fait comprendre notre propre histoire de l'immigration, notre propre histoire de la colonisation et notre propre histoire du néocolonialisme. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, mais c'est aussi le plus difficile parce que pour des raisons évidentes d'accessibilité, c'est les théories afro-américaines, notamment des Black féministes, auxquelles on a accès. Par exemple, en France, quand vous suivez vos cours d'anglais au collège et au lycée, vous allez voir la période des droits civiques qu'il y a eu aux États-Unis. Vous allez étudier le discours de Martin Luther King, I Have a Dream. Par contre, vous n'allez pas avoir accès, vous n'allez pas étudier en France aux théories et aux écrits, aux essais de Frantz Fanon. Ça non, c'est pas accessible en France dans les écoles. Et donc déjà, rien que là, ça crée un décalage entre notre accès au savoir et notre connaissance qu'on a de l'histoire afro-américaine, africaine-américaine, et comparée à l'histoire du colonialisme français. Et puis même au-delà de l'école, il y a aussi la question de l'accès dans les espaces publics à cette littérature-là. Bell Hooks, Angela Davis, elles sont traduites en français
et elles sont dans des maisons d'édition qui sont accessibles. Par contre, les théories politiques afroféministes aujourd'hui, elles sont pas aussi accessibles que ça. Alors même si on a vu, mais c'est de manière très précaire, hein, ces dernières années, on a vu que la littérature afroféministe pouvait être éditée dans des maisons d'édition françaises mais ça reste quand même dans des maisons d'édition qui sont indépendantes et dont c'est plus difficile d'y mettre la main. Donc, vous voyez, il y a un décalage déjà sur l'accès aux théories états-uniennes et les théories afroféministes ou les théories noires en contexte français. Donc, moi, ce que je préconise en tant que militante afroféministe qui crée de la théorie politique, et c'est alors toujours bien sûr hein, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, mais dans cet ailleurs, il n'y a pas que, on va dire, l'hégémonie américaine. Il faut aller aussi là où on est le plus proche. Là où on est les plus proches dans les diasporas africaines et caribéennes de France, eh ben, c'est tout simplement de l'Afrique et des Caraïbes. Nos histoires de nos pays, pour certains de nos pays d'origine, nos histoires familiales sont les histoires qui sont les histoires les plus prioritaires à se réapproprier. Et souvent, on n'a pas conscience à quel point ces histoires, en fait, sont accessibles. Il faut savoir que bon nombre de sociétés africaines et caribéennes sont tradition orale. Et donc, ces histoires-là, elles se transmettent en famille. Il faut interroger, pas plus loin que ça, nos parents sur la colonisation française. Comment est-ce qu'ils ont vécu la colonisation? Il ne faut pas aussi hésiter à interroger nos grands-parents et à partir de là, on va réellement se rendre compte que des histoires de résistance, des leaders de résistance, il y en a eu. Et les Africains n'ont pas attendu leur indépendance. Elle ne l'a pas été donnée par les Blancs, par la France. On s'est battu durant toute la période coloniale pour avoir accès à notre émancipation et dégager, lutter contre le colon français. Donc voilà, transmission orale, la tradition orale. La transmission orale, c'est l'outil de communication qui est priorisé dans les sociétés afrodescendantes, qu'elles soient africaines ou caribéennes. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher dans ces histoires-là parce qu'elles sont proches des nôtres. Et puis, elles vont nous permettre en fait de créer un imaginaire qui se place en dehors de la France. Et puis, je dirais aussi que il faut faire l'effort, et ça, c'est vraiment le plus difficile, c'est mettre la main sur les archives des luttes des militantes et des militants noirs en France. Et on le voit dans les espaces numériques des afroféministes. Il y a toujours une page réservée en hommage en fait à la coordination des femmes noires, à ces héroïnes comme Solitude, au mouvement de défense des femmes noires qui a eu, vous voyez, toutes ces luttes qui a eu dans les années qui nous ont précédées. Il faut faire l'effort d'aller chercher ces archives qui ont été invisibilisées en quelque sorte. Et c'est vraiment le plus dur, mais il faut essayer de chercher, interroger nos aînés. Et puis, parfois, on a l'impression que tout ça a disparu et qu'il ne reste plus personne. En réalité, il reste encore des personnes, il reste à Watiam, il reste des militantes qui sont avec nous et qui ont lutté aux années 90 et 70, mais qui produisent aussi, alors parfois des travaux universitaires, parfois des essais politiques. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller puiser là-dedans, même si c'est difficile d'accès. Faut pas hésiter en fait à aller puiser
là-dedans. Donc, moi, c'est comme ça, en fait, en tant que militante queer, en tant que militante afroféministe. C'est de cette manière que j'essaie de créer avec mes camarades, bien sûr, parce que c'est du travail collectif. C'est pas moi seule, on est tout un mouvement à essayer de le faire. C'est de cette manière qu'on essaie de créer de la théorie politique qui nous ressemble, qui vient de chez nous. Et quand je dis de chez nous, c'est nous, les diasporas afro-caribéennes de France. Donc voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. Moi, je nous souhaite aux militants et aux militantes africaines, caribéennes, issues de cette immigration-là, de la force et du courage et de la détermination pour créer nos propres espaces politiques, nos propres moyens de résistance et nos propres théories politiques. Voilà, et je salue bien entendu toutes les communautés non blanches à travers le monde qui luttent. Et voilà, j'ai juste ça à dire. Force à nous. Encore une fois, je remercie le Décolonial Café pour cette audience. Et bonne, bonne journée, bonne lutte à tous. Thank you so much, Dawood, for that very powerful account of, the histories of Afrofeminist theory production in the French context.